Bonjour à tous. Bienvenue au séminaire sur les nouveautés de Portrait climatique, le portail d'information climatique conçu pour Uranus pour appuyer l'adaptation. Donc, la dernière version de Portrait climatique qui est sortie en novembre 2024 a vu l'ajout d'une vingtaine d'indicateurs climatiques, 3 découpages spatiaux de même que différentes fonctionnalités. Et c'est ce qu'on va vous présenter aujourd'hui. Donc, nous avons 3 présentateurs de Sciences du climat et services climatiques d'Uranus pour présenter le séminaire de ce matin. Donc, d'abord, Diane Chaumont, qui détient une maîtrise en géographie physique de l'Université de Montréal. Durant les années 90, elle travaillait à l'INRS et au Centre Saint-Laurent. Elle a joué à Uranus en 2023 et a œuvré à différents postes en service climatique. Elle est maintenant responsable de l'intégration de l'information scientifique pour Portrait climatique depuis 2023. Aussi, Sarah Gaiman, qui détient un baccalauréat en mathématiques appliquées de l'Université de Waterloo depuis 2018. Elle a travaillé comme ingénieur optique chez Lumentum, puis obtenu un diplôme en météorologie de l'Université McGill en 2022. Elle est chez Uranus depuis 2022 aussi. Elle contribue entre autres à l'outil Portrait climatique qu'elle va présenter. Et finalement, Pascal Bourgault, qui détient une maîtrise en sciences d'atmosphère et de l'océan à l'Université McGill. Il utilise la glace de mer et son impact sur la circulation océanique en Arctique. Son parcours académique a été ponctué de stages à Rimouski, Québec et en Allemagne. Donc, chez Uranus, depuis 2019, il fait partie de l'équipe de spécialistes en sciences du climat, où il contribue au développement d'outils d'analyse climatique. Donc, sur ce, je vais passer la parole à Diane. Alors, bonjour tout le monde. Ça me fait plaisir de vous présenter notre portail d'information climatique. Moi, je vais introduire le portail et présenter les nouveautés en général. Ensuite, Sarah va dans les fonctions avancées. Puis Pascal lève le rideau pour vous montrer des sources de données qui alimentent le portail climatique. Alors, voici, d'entrée de jeu, c'est la page qu'on a, la page par défaut qu'on a quand on arrive sur Portrait climatique. Donc, un site web avec une information spatialisée sur le Québec, ici des cartes. L'adresse est là, portrait.uranos.ca, portrait avec un S. Puis, comme Louis-Philippe l'a dit, c'est le portail d'Uranos. L'information est spatialisée sur l'ensemble du Québec. On a des variables et des indicateurs climatiques, données historiques et données projetées. La raison d'être de Portrait climatique, c'est d'abord de diffuser de l'information sur le Québec pour favoriser son utilisation dans l'adaptation au changement climatique. C'est voyant que les initiatives en adaptation deviennent de plus en plus nombreuses, on avait besoin d'un portail qui allait vers le public. Donc, c'est là qu'on a développé le Portrait climatique. C'est bien orienté vers l'adaptation. On veut aussi démocratiser l'accès aux données qui résultent de la recherche en sciences du climat et services climatiques. On sait que Uranus travaille par projet. On développe des nouveaux ensembles, on développe des nouvelles informations, par exemple la pluie verglaçante. Ça se fait à l'intérieur avec des partenaires. Puis quand l'information est mature, on l'amène sur le portrait climatique pour démocratiser l'information. Puis la dernière raison d'être, c'est d'avoir un atlas en ligne sur le Québec. Donc, tendre vers un genre de standardisation de l'information. On s'efforce d'être à jour avec les données les plus récentes, etc. Les usagers qu'on cible, toute organisation de la société québécoise qui est engagée dans l'adaptation au changement climatique, on pense aux ministères, surtout les ministères provinciaux, les organismes à but non lucratif, les organismes parapublics qui sont parfois membres, parfois non membres d'Uranos, des universitaires aussi, des équipes internes d'Uranos qui ont aussi besoin d'informations climatiques, donc une source où ils peuvent aller, et on vise aussi le grand public. On y va sur l'objectif de la présentation aujourd'hui, sur les nouveautés, tant dans le contenu que quelques fonctionnalités. Quand on arrive sur la page, donc, le premier réflexe, c'est choisir sa région. On a des nouveautés au niveau des régions. On a ajouté 3 régions pour aller chercher les statistiques du climat futur. Auparavant, on avait la province de Québec puis les régions administratives. On a ajouté les municipalités régionales de comté, les parties côtières et habitées des grandes MRC et les territoires autochtones du Nord. Ici, c'est comme on est là pour appuyer les démarches en adaptation, il y avait des plans climat qui arrivaient, puis la demande d'avoir un découpage par municipalité régionale de comté est importante.
Alors, c'est pour ça qu'on est allé là. Les deux autres, je vais vous expliquer pourquoi on les a ajoutés. Donc, ce sont les découpages, les 3 nouveaux découpages par municipalité régionale de comté. On remarque que les MRC sont très petites dans le sud et très grandes dans le nord. Quand on va sur le portail, on peut choisir soit dans le menu déroulant ou soit choisir sur la carte. Et puis, on a notre MRC Golfe du Saint-Laurent, où est-ce qu'on peut aller visualiser les données. On a ajouté il y a 104 MRC au total sur le portail. On a ajouté les parties côtières et habitées des grandes MRC parce qu'on peut voir ici, on sait que la région proche des côtes a toujours un climat particulier. Puis comment on arrive, puis en plus, c'est souvent là que la population vit. Comment on arrive avec une grande MRC comme ça à cerner ce qui se passe là où la population vit? Bien, on avait des lacunes à ce niveau-là. Alors, on a ajouté un découpage qui consistait à prendre toutes les municipalités qui étaient proches d'une côte dans une MRC donnée. Alors, si je reprends le golfe du Saint-Laurent, on trace toutes les municipalités qui sont dans cette MRC-là, puis on en fait un nouveau découpage. Vous allez noter qu'il y a des découpages, qu'il y a parfois des trous. C'est parce que quand les MRC étaient suffisamment petites, par exemple, ici, les MRC Rivière-du-Loup puis les Basques sont suffisamment petites puis sont situées le long de la côte, il n'y a pas besoin d'ajouter un nouveau découpage pour cet endroit-là. Notre critère, c'était, on ajoutait tous les villages jusqu'à 15 km en allant vers les terres. Puis quand la MRC, quand on faisait déjà 2/3 du territoire de la MRC, on n'ajoutait pas un nouveau découpage. Puis le troisième, donc, c'est les terres de la Convention de la baie James et du Nord québécois. Pourquoi on a ajouté ceux-là et pas les territoires des Premières Nations du Sud? C'est parce qu'encore une fois, on avait des territoires énormes quand on était à l'échelle des MRC. On voit ici, c'est Kativik, puis ici, c'est la Jamésie. Donc, ça informe beaucoup sur la réalité climatique des communautés quand on est à cette échelle-là d'une grande région. Alors, on a discuté avec les personnes qui sont impliquées en adaptation dans ces deux régions-là, puis on a fait un compromis sur le meilleur découpage qu'on pouvait ajouter. C'est les terres de la Convention de la baie James et du Nord québécois. Ici, ça ajoute 24 nouveaux découpages, nouveaux secteurs, nouvelles régions. Puis j'en ai cliqué une, Inukjuak. Donc, on peut cliquer sur Inukjuak, puis on va vers l'information climatique pour cette communauté. Donc, encore une fois, l'avantage, c'est d'être là où les gens vivent, puis avoir quelque chose de particulier sur les côtes. Puis, je voulais ajouter qu'on nous dit parfois, mais moi aussi, je voudrais avoir un découpage spécialisé. Alors, dans rapport aux questions, on a un point à ce sujet-là. Comment obtenir d'autres découpages que ceux offerts sur portrait? Alors, on peut télécharger les données. Sarah va revenir là-dessus sur les formats de téléchargement possibles. Puis, on a aussi dans la FAQ, on a des tutoriels qui expliquent comment prendre des données puis les traiter avec QGIS pour aller chercher notre nouveau découpage. Il y a aussi le lien vers la plateforme PAVIX. PAVIX, c'est le pôle d'analyse et de visualisation de l'information climatique scientifique. C'est la plateforme pour usagers avancés. Alors, toutes les données qui sont sur Portrait sont aussi sur PAVIX. Puis, il y a un tutoriel qui est donné sur PAVIX pour aller chercher ton propre découpage. Mais là, ici, c'est usagers avancés. C'est pas si simple, mais on offre cette façon-là de faire pour les usagers avancés, évidemment. Puis, ce que je viens d'expliquer pour comment sont déterminés les découpages, c'est tout expliqué aussi dans la foire aux questions. Alors, si vous voulez retourner pour avoir des questions, on le rappelle. L'autre ajout, c'est au niveau des indicateurs climatiques. Ici, comment on fonctionne? On ciblait d'abord les infrastructures et la santé en priorité. Puis, on reçoit plein de demandes pour avoir de l'information climatique. On a des projets où est-ce que l'information climatique est utilisée. Alors, on va dans ce répertoire-là, puis on regarde les variables qui reviennent le plus souvent, les indicateurs plus souvent, puis on fait un mix avec la maturité de nos données. Est-ce qu'on est capable de présenter ça? Est-ce qu'on a confiance? Puis c'est là comme ça qu'on priorise les indicateurs.
En ce moment, il y a 5 catégories. Donc, indicateurs généraux de température, indicateurs de froid, gel et dégel, indicateurs de chaleur, indicateurs de précipitation, indicateurs de pluie verglaçante. À l'intérieur des indicateurs, il y en a, de ces catégories, il y a plus de 40 indicateurs. Là, j'ai ouvert celle de froid, gel et dégel. Donc, vous voyez la précision sur les indicateurs. Une définition à côté. Puis, comme on veut parler des nouveautés aujourd'hui, on a fait ressortir sur le site, il y a un tag tant que c'est nouveau comme indicateur. Il y a un tag à côté. La liste des nouveautés, la voici. C'est dans les indicateurs généraux de température, degré jour de croissance. On avait la base 4, on a ajouté la base 5, qui est beaucoup plus utilisée, par exemple, en foresterie et pour une plus grande variété de plantes. Les degrés jour de chauffage, base 15, base 18. Degrés jour de climatisation, base 18 et 22. Les indicateurs de froid, gel et dégel, on en a plusieurs. Degrés jour sans gel, saison sans gel, début, fin, durée. Nombre de jours sans dégel, nombre de nuits froides. Ici, c'est un ajout de seuil. On a ajouté le moins 25. La nuit la plus froide. Le nombre de jours de vagues de froid extrême. Nombre d'événements de vagues de froid extrême. Je veux préciser que les vagues de froid extrême sont construites pour répondre à des besoins dans le secteur de la santé. C'est l'INSPQ avec l'INRS qui a fait des analyses, qui a défini des seuils à partir desquels on voit un excès de mortalité. C'est comme ça que sont décidées les définitions des vagues de froid extrêmes qu'on présente sur le portrait. Dans les indicateurs de chaleur, on a ajouté des seuils pour les nuits chaudes, le jour le plus chaud, puis on a apporté des corrections au nombre de jours de vagues de chaleur et d'événements de vagues de chaleur. Pascal va vous présenter ça tantôt. Puis dans les indicateurs de précipitation, nombre de jours avec précipitation, maximum des précipitations court terme, puis 2 indicateurs qui sont proches plus liés à la sécheresse, donc une autre priorité d'Ouranos. Alors, on voulait avancer dans cette direction-là. Les jours sans précipitation, puis la fréquence des séquences sèches. Donc, une des principales caractéristiques dans nos ajouts, c'est qu'on est allé beaucoup plus loin dans les extrêmes. Les données ont été validées, on voit qu'on peut aller, c'est des endroits où est-ce qu'on n'allait pas encore, jour le plus chaud, jour le plus froid. Puis on a assez confiance dans nos données pour aller vers ça. Sur le reste, là, il n'y a pas de nouveauté sur les périodes. On a toujours 8 périodes de 30 ans. Les scénarios sont donc avec un curseur mobile. Puis on donne. Une chose qu'on fait maintenant, c'est qu'on ne met plus juste l'horizon 2070, 2080. On donne bel et bien la période parce qu'il y avait trop de confusion avant ça. Scénario d'émission, toujours 3 scénarios d'émission. Modéré, élevé et très élevé. Puis, les formats de visualisation sont les mêmes. Là, je passe rapidement. Il y a les cartes, les figures d'évolution temporelle, puis les tableaux synthèse avec les statistiques pour les régions. Je vais vous montrer une nouveauté sur les figures d'évolution temporelle. C'est qu'on a ajouté un curseur dynamique, donc qui permet notre curseur, quand on déplace sur la page, on va chercher les valeurs sur l'axe des Y. Donc, le centile, les valeurs ici, ce sont les centiles. Sarah va les expliquer tantôt. Mais pour la période 2041-2070, on peut promener notre curseur puis voir que la médiane pour un scénario d'émission élevé ressemble à ce qu'il y avait comme les périodes, les fins de saison sans gel les plus tardives dans les années récentes. Donc, autour des années 2000-2010, on voit des pics de fin d'année qui sont tardives. Ben, en climat futur, sur 2041-70, ça devient une médiane. Une nouveauté qu'on a, donc, c'est ce curseur dynamique et aussi l'affichage des dates, qui était quand même un défi sur le plan technique, puis qui sont beaucoup plus agréables à lire que les jours juillet. Voilà pour ma partie. Donc, bonjour, je vais parler des options avancées et des nouvelles fonctionnalités dans le portrait climatique. Donc, on va commencer avec les centiles. Je vais vous parler des détails des calculs des centiles. Les centiles, ça nous permet de voir les incertitudes sur
sur les indicateurs. Donc, sur le portrait climatique, on a 5 centiles différents, le 10e, 25e, 50e, donc la médiane, et la 75e et la 90e. Un centile, ça représente la probabilité qu'un événement soit en dessous de la valeur donnée. Donc, comme exemple, si vous êtes une élève, puis vous êtes au 90e centile dans votre classe de 30 élèves, ça veut dire qu'il y a seulement 3 élèves, 10% des élèves qui ont une meilleure note que toi. Donc, puis, pour ce support climatique, on fait ces centiles pour les cartes et les tableaux. On les calcule sur tous les modèles. Mais pour les séries temporelles, on les calcule sur les modèles et les années dans la période donnée. La raison pour cette différence-là, c'est pour assurer que pour les séries temporelles, on les fait de manière mobile, année sur année. Donc, je vais vous montrer un exemple un peu plus tard. Donc ici, j'ai pris, je vais vous montrer les différences entre les 3 visualisations, les centiles dans les 3. Donc ici, pour les centiles spatiaux, j'ai choisi la capitale nationale et le point ici à Québec. Donc, entre 2071 et 2100, sur les 15 modèles, 10% ont une température moyenne annuelle plus élevée que 10,5 degrés. Donc, on est au 90e centile pour le scénario d'émission élevé. Sur les centiles sommaires, l'histoire est un peu différente parce qu'ici, on fait une moyenne spatiale. Donc, on a un chiffre différent. Dans la capitale nationale, en 2071 et 2100, 10% des modèles ont une moyenne spatiale de température moyenne annuelle plus élevée que, ici, 7,2 degrés Celsius. Pour, encore une fois, le scénario d'émission élevée. Et pour les centiles temporels, on peut encore une fois regarder avec le curseur horizontal. Dans la capitale nationale, entre 2071 et 2100, ici, on utilise les années et les modèles. Donc, sur 10% de toutes les 450 années, sur les 15 modèles, on a une température moyenne plus élevée que 7,63 degrés Celsius pour le scénario d'émission élevée. Ici, on voit ici aussi que la médiane ressort un peu plus en évidence. Ici, c'est 6,6 degrés Celsius. Donc ici, je vous montre comment que les centiles temporels sont calculés. On peut voir tous les 15 modèles ici, année sur année. Puis, on prend tous les 450 points dans la période donnée pour calculer les 10 et 90e centiles. On fait ça année sur année. Donc, on peut voir que les centiles avancent tranquillement jusqu'à 2100. Donc, ici, on peut voir les 2 courbes qu'on a à la fin. Une autre option avancée, c'est les téléchargements. Sur les cartes, on peut télécharger en 3 modalités différentes, dont les images, qui est utile pour des présentations comme celle-ci, des données brutes en GeoTIFF ou NetCDF. Puis, une nouveauté maintenant, c'est les téléchargements massifs, encore une fois par NetCDF ou par GeoTIFF. Pour les données brutes, on a 2 formats différents. Les GeoTIFF sont très utiles pour les personnes plus habiles avec les outils de SIG comme ArcGIS ou QGIS. Puis les NetCDF sont plus utiles pour ceux qui veulent creuser un peu plus profondément dans les données, comme avec des outils de Python ou de R ou sur Pavix, notre plateforme pour les usagers avancés. Donc, pour les images, quand vous faites des présentations, on a plusieurs options de visualisation. On peut, par exemple, changer la barre de couleur en barre continue. On peut ajouter des titres, on peut ajouter des annotations quand on clique. Puis aussi, possible de changer l'opacité ainsi que l'opacité des régions environnantes. Donc, ici, je vous montre un peu toutes ces options-là ensemble. Parce que si je voulais faire une présentation sur la capitale nationale, peut-être que le reste du Québec, ça ne m'intéresse pas. Peut-être que je m'intéresse plus ici sur les points par point, puis un point en particulier ici au Québec. J'ai aussi ajouté ici la visualisation par delta, qui est aussi disponible dans l'engrenage des options avancées. Pour un peu faire ressortir les changements dans le temps pour cet indicateur-là. Pour les séries et tableaux, c'est une histoire semblable. On a plusieurs modalités
modalités de téléchargement en fichier de tabulation de Excel ou de CSV, en images. Ici, j'ai choisi une image de jour de Pichot annuel, ou en téléchargement massif en format NetCDF. Finalement, pour le verglas, on a des options additionnelles et avancées, encore plus spécifiques. Donc, on a deux options, l'affichage des régions sans consensus et l'affichage par degré de réchauffement. Donc, les raisons pour ces deux options sont expliquées un peu plus en détail par Pascal, mais le sans consensus, ça permet de voir si la majorité de l'ensemble s'entendent sur le signal du changement climatique. Ça nous offre un aperçu sur les certitudes à un endroit, même quand on travaille pas avec les centiles de 90 ou 10e centile. Pour les degrés de réchauffement, ça nous permet de voir les cartes et les tableaux par 1,5, 2 ou 3 degrés plus haut que la période préindustrielle. Puis, encore une fois, ici, j'ai mis avec les cartes par delta ou par changement comparé au présent. Donc, voilà les options plus avancées sur le climatique. Maintenant, je laisse la parole à Pascal pour vous parler de comment les données sont calculées. Merci. Oui, je vais essayer de vous décrire un peu les jeux de données qui sont à la source de portraits, puis comment on les a produits. Puis pour revenir un peu en arrière, comment on fait des simulations des projections climatiques, là, juste un bref résumé. Les organisations comme le GIEC vont déterminer différents scénarios d'émissions de gaz à effet de serre, d'utilisation des terres, d'aérosols dans l'air, qui vont nous permettre de piloter les modèles climatiques globaux qui, eux, font des simulations climatiques. Donc, ils traduisent ces scénarios-là en quelque sorte en séries temporelles de la température et d'autres variables. Ici, les températures globales moyennes. Mais la chaîne n'est pas terminée à ce moment-là. Pour se rendre jusqu'à des informations comme portrait, il y a tout un travail d'ajustement des biais, parce que les simulations globales ont quand même certains biais avec les observations sur le passé récent. Donc, tout ce processus-là pour se rendre jusqu'aux cartes de portrait, par exemple, c'est ce qu'on appelle la scénarisation climatique chez nous. Donc, ici, les grandes étapes. Post-traitement, qui est cette étude statistique qui nous permet de passer, de corriger les biais, de calibrer les modèles sur la période récente et aussi de faire une mise à l'échelle là, pour avoir des données à une résolution un peu plus fine qui serait plus intéressante à utiliser. Ça nous forme un ensemble standard, mais pas toutes les réalisations, les membres de cet ensemble-là sont aussi appropriés à utiliser. Donc, on a une certaine sélection à faire pour avoir un ensemble plus approprié. Puis ensuite, transformation, visualisation pour donner ce qu'on a sur portrait. L'ensemble standard qu'on utilise pour la plupart des indicateurs de portrait climatique, c'est fait à Ouranos, c'est ce qu'on appelle ESPO G6R2, donc ESPO pour Ensemble de simulations post-traitées d'Ouranos. Le G6, c'est pour mentionner qu'à la source de tout ça, c'est des simulations de modèles globaux climatiques et de la génération CMIP6, contrairement à l'ancienne version de portrait qui était sur la génération CMIP5. Et le R2, c'est pour parler de quelle référence on utilise pour faire la calibration et la mise à l'échelle. Ici, c'est AirCAS V2.1. Je vais vous décrire la réanalyse AirCAS dans quelques slides. Donc, cet ensemble-là a 26 modèles, mais nous, on a gardé seulement 15. Ça aussi, je vais vous dire dans une seconde comment on a fait ça. Les données de fréquence quotidienne sur toute la période gérée par CMIP6. Les données sont données à une résolution de 0,1 degré, donc à peu près 10 km sur une grille tournée. Mais je mets un petit astérisque parce que la résolution réelle des projections climatiques n'est pas exactement 10 km. Ça aussi, je vais revenir plus tard. 3 variables, la précipitation, les températures minimales et maximales quotidiennes. 3 scénarios de GES, les mêmes que sur portrait. Donc ici, je mets les codes de CMIP6. Et pour faire justement la calibration dont je parle, on utilise une méthode d'ajustement de biais qui s'appelle le Detrendle Quantile Mapping. Je ne vais pas rentrer dans les détails de ça, mais si vous voulez justement ces détails-là, on a un article publié dans Scientific Data. On a une page web sur le site GitHub, sur notre GitHub, pour décrire et même partager le code qui a permis de faire cet ensemble-là. Donc pour les utilisateurs avancés, je vous invite à aller voir ça. La sélection, pourquoi on est passé de 26 à 15? C'est un problème qui est apparu dans la plus récente génération des modèles CMIP6, c'est qu'il y a plusieurs modèles qui semblent se réchauffer un peu plus vite que ce à quoi on s'attendait.
Donc, cette figure-là montre les observations moyennes sur la planète en noir et le reste de l'enveloppe, c'est les modèles climatiques de CMIP6. Puis la partie grise qui est en haut, c'est cette partie de modèles qui semble se réchauffer plus vite que ce qui est notre compréhension de ce que ça devrait être sur la Terre. Une autre façon de voir ça, c'est avec cette figure-là. Donc, les modèles, ça montre la sensibilité climatique effective. Donc, c'est le calcul de combien de degrés de réchauffement on a sur la planète pour combien on a rajouté de CO2 dans l'atmosphère. La ligne bleue, c'est la connaissance basée sur les observations de la planète, puis la distribution des barres bleu pâle, c'est les différents modèles de CMIP6. Donc, clairement, il y a un peu trop de modèles qui présentent une sensibilité beaucoup plus élevée que ce à quoi on s'attend. Nous, ce qu'on a fait pour passer à côté de ce problème-là sur Portrait climatique, c'est de ignorer ces modèles qui ont des sensibilités climatiques peu probables. Donc, on a fait une sélection, on est passé à 15 modèles. Il y a d'autres manières de passer à travers ce problème-là. Par exemple, les niveaux de réchauffement qui sont pour l'instant juste accessibles pour le verglas, mais on va voir si on peut ajouter ça pour les autres indicateurs. Les niveaux de réchauffement permettent d'utiliser les valeurs qui arrivent des modèles trop chauds en réajustant un peu comment on présente les données. Donc, la référence, c'est ce qui est nécessaire pour calibrer tous ces modèles-là, faire un ensemble standard. Nous, on utilise une réanalyse régionale qui s'appelle la réanalyse canadienne de surface, développée à Environnement Canada. Ce qui est le fun d'une réanalyse, c'est que c'est un modèle météo qui est donc une grille très fine, qui a roulé sur tout le domaine qui nous intéresse, mais qui est ramené aux observations dès qu'on peut. Donc, les données sont très proches de la réalité, mais sont cohérentes physiquement sur une grande région. Euh, donc, il y a aussi, ce qui est le fun avec Aircast, c'est qu'on a des informations sur la mer et la terre, ce qui nous permet d'utiliser ce qu'on n'avait pas avant. Dans le fond, l'ancienne base de données de référence pour les premières générations de portraits climatiques avait seulement des informations sur la Terre et c'était une interpolation d'observations, ce qui rend un problème, ce qui rajoute un peu de problème. Je vais le décrire un peu ici. En exemple, donc à gauche, vous avez les précipitations de une journée donnée euh, qui viennent de l'ensemble d'observations interpolées et à droite, la même journée, les mêmes précipitations pour une journée donnée de la réanalyse. Donc, on voit qu'à gauche, c'est à peu près les mêmes patrons, mais les observations interpolées, étant donné qu'il n'y a pas de station dans le Grand Nord pour prendre des observations, mais ça fait des trucs beaucoup plus flous, beaucoup moins à haute résolution, alors que la réanalyse a beaucoup plus de détails. Et on le voit encore ici, il y a des détails sur l'océan, ce qui peut être intéressant pour plusieurs projets, mais qui a des conséquences dont je vais parler un peu plus loin. Et bon, le post-traitement, cette manière de calibrer, de mettre à l'échelle les données pour les envoyer dans Exposé, je ne vais pas vous le décrire, mais cette figure-là essaie de résumer en traits très grossiers quelle particularité de Exposé provient de quel ensemble de sources. Donc, évidemment, le changement climatique, la variabilité entre les différentes réalisations de différents modèles vient de CMIP6, mais c'est aussi les simulations globales de CMIP6 qui donnent l'évolution temporelle au jour le jour de la météo du climat, alors qu'on va calibrer sur le passé récent pour que le climat de référence soit commun à tout le monde, mais on utilise le climat de référence donc qui est dans Aircast, la réanalyse. Mais aussi, vu que c'est Aircast qui est à 10 km, les fines échelles spatiales viennent de là. Donc ici, je rappelle un peu, là, les modèles globaux ont des résolutions d'à peu près 50, voire plus grossiers que ça. Donc, pas autant de détails que dans la réanalyse. Avec nos méthodes statistiques, on est capable d'importer du détail puis d'avoir des modèles, des séries dans Exposé qui sont à peu près à 10 km, mais je mets le signe approximatif parce que oui, sur le passé récent, c'est ça qu'on a, 10 km, mais dans le futur, les projections elles-mêmes du changement climatique n'ont pas réellement une résolution de 10 km puisque le changement climatique vient des modèles globaux qui sont à plus grosse résolution. C'est pas dit qu'il n'y a pas des patrons spatiaux dans le changement climatique qu'on n'a justement pas attrapés, étant donné qu'on était à 50 km et plus gros à la source. Donc, ça, c'est une des raisons pour laquelle Portrait climatique ne vous montre pas les données. Elle vous montre les données en moyenne régionale pour les pages temporelles et spatiales. On est descendu assez fin avec les nouvelles régions des MRC, mais on est resté à une taille qui est appropriée par rapport à ce que l'ensemble peut nous donner comme information spatiale.
Oui, et donc la réanalyse, je vous ai dit, elle a de l'information sur la Terre et sur la mer. Ça, c'est le fun pour plein de projets, mais ça a une conséquence que, étant donné que la météo maritime est souvent plus douce, c'est-à-dire qu'il y a moins de grands écarts de chaleur, quand on fait justement des indicateurs d'écarts de chaleur extrêmes, comme les jours très chauds, ici c'est un exemple en Gaspésie, dès que le point de la réanalyse, donc le point de grille, touche à la mer un peu trop, ben, on atténue énormément le signal. Puis c'est pas que c'est faux, mais c'est pas très représentatif pour les gens qui habitent directement sur la côte, comme la plupart des gens. Il y a ici sur cette carte en bleu, vous voyez les pixels justement qui sont à cheval entre la mer et la terre, donc qui souffrent un peu de ce problème-là, dont la météo n'est pas super représentative. Ce qu'on a décidé de faire, c'est de retirer simplement, pour le moment, ces points-là de ce qu'on présente sur portrait. Donc, sur les cartes, pour avoir une expérience agréable, on remplace les trous, on remplit les trous par la moyenne des voisins. Comme ça, vous avez une carte qui remplit tout le continent. Pour les moyennes régionales et spatiales, on fait juste ignorer ces points-là pour avoir une meilleure représentativité pour les indicateurs de chaleur. C'est pas dit qu'avec une prochaine version de la réanalyse puis des ensembles d'Uranos, qu'on pourrait éviter d'avoir à faire ça avec d'autres types de données, mais pour le moment, c'était la manière la plus appropriée, puis ça reste, ça donne des indicateurs assez robustes. Malheureusement, ce filtre-là, quand on l'applique sur les îles de la Madeleine, ben, les îles disparaissent au complet. Ça, c'est pas vraiment ce qu'on voulait. Donc, on a dû faire une exception pour les îles de la Madeleine. Donc, au lieu d'utiliser la réanalyse AirCAS pour calculer ce qui s'en va sur portrait, pour les îles, on utilise les observations qui sont données à la station, à l'aéroport. Donc, j'ai mis un point ici sur les îles. À l'échelle des îles, le fait d'avoir un seul point, c'est pas vraiment un problème, là. C'est assez petit pour que ça soit très représentatif. Mais vous voyez, il n'y a pas de variation spatiale sur les îles. Mais ça nous donne des indicateurs de jours chauds qui sont beaucoup plus représentatifs de ce qui est ressenti par la population là-bas. Donc, au moins pour ça, c'est réglé. L'autre jeu de données, qui est pour les indicateurs de verglas, c'est des données qui viennent du modèle régional canadien du climat. Donc, dans le fond, les modèles globaux ont la misère à simuler des choses complexes comme la pluie verglaçante. En fait, même les modèles régionaux, il y a peu de modèles qui réussissent à le faire comme il faut, mais on en a un à la maison. Donc, le modèle régional canadien du climat, développé par l'UQAM et Uranus, qui fait ça quand même bien. Donc, ce qu'on présente, c'est ensemble basé sur ces données-là. Euh, c'est des données à fréquence quotidienne sur la même période. La résolution est quand même bonne, 20 km, et on a 4 modèles pilotes. Ah oui, c'est ça, il faut que je vous résume un peu. Un modèle régional, ça fonctionne par après d'un modèle global. Donc, un modèle global qui fait un truc à basse résolution, puis le modèle régional vient dynamiquement augmenter la résolution et la pertinence de l'information climatique par-dessus. Vu qu'il y a cette séquence-là d'événements, ben, il y a un peu de délai dans la production des simulations, mais c'est pour ça qu'on est encore pour le moment avec CMIP5 pour ces données-là, mais bientôt, on va avoir CMIP6 cette année probablement. Là, je ne vous promets pas de date. Donc, pour cet ensemble-là, 4 modèles pilotes, 3 méthodes diagnostiques de comment déterminer s'il y a eu de la pluie verglaçante ou pas. Ça nous donne 12 membres. Ce n'est pas un ensemble aussi fourni que pour les autres indicateurs, mais ça reste quand même assez approprié pour cet indicateur. Et les scénarios de GS, ben, comme je vous ai dit, c'est CMIP 5, donc c'est les RCP 4.5 et 8.5. Ça ne correspond pas exactement au même scénario que les autres indicateurs, mais bientôt, on va avoir les données avec les SSP. Mon dernier point sur les nouveautés, c'est pour les vagues de chaleur, comme Diane l'a mentionné au début de la présentation. On s'est rendu compte qu'on avait des différences entre notre algorithme pour déterminer les vagues de chaleur sur les portraits climatiques et ce que l'UNSPQ utilisait pour ses alertes de vagues de chaleur. Dans le fond, notre algorithme était un peu trop strict. Ça faisait en sorte que l'indicateur n'était pas tant intéressant parce qu'il était comme à zéro jusqu'à tard dans le siècle. Mais maintenant qu'on a mis à jour, qu'on se rapproche, on fait exactement la même chose que l'INSPQ fait. Ça donne un indicateur qui a un peu plus de gras à analyser parce qu'il ben, y a du signal là, dans le présent et dans le futur proche. Ici, il y a un exemple là, pour à Montréal, le nombre de vagues de chaleur. Donc, la différence dans
l'ancienne version de portrait, c'est la ligne bleue, puis la nouveauté de l'automne passé, c'est la ligne rouge, puis le même différence sur la réanalyse. Et Diane vous l'a mentionné, mais on a ajouté les vagues de froid à partir de travaux faits par les NSPQ, même si ce n'est pas encore des indicateurs officiels utilisés opérationnellement par l'institution. Eh ben, ça conclut à peu près notre présentation. Si vous avez d'autres questions, rappelle qu'il y a une foire aux questions sur le site. Donc, si vous allez sur le menu à propos, foire aux questions, à cet endroit-là, beaucoup des nouveautés qu'on a décrites aujourd'hui correspondent à des questions qu'on a ajoutées en même temps. Donc, il y a plus de détails qui va être accessible là. Je porte à votre attention le dernier élément du menu, historique des versions. Donc, si vous avez fait un rapport il y a un certain temps, puis là, tout d'un coup, portrait est un peu différent de euh, la dernière fois que vous êtes venu, ben, l'historique des versions permet de résumer justement ces changements-là, puis peut-être replacer qu'est-ce qui a été changé, qu'est-ce qui a été amélioré. Sur la page de la FAQ, dans le haut, il y a un bandeau qui vous donne un lien vers le guide de recommandation d'Uranos, qui est quand même assez pratique pour savoir comment interpréter les résultats de portrait. C'est assez clair comment ça marche là, pour un sujet, résumé assez rapide de la connaissance scientifique, puis ensuite recommandations claires sur comment utiliser ces données-là euh, dans le travail d'adaptation climatique. Et s'il y a d'autres questions plus complexes, ben, on a soutien climat à Ouranos, adresse courriel à laquelle vous pouvez nous écrire. On va répondre autant qu'on peut. Euh, voilà, ça termine notre présentation. Merci. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui, Simon. Oui, dans les séries temporelles, qu'est-ce que tu disais comme observation? Alors, la question, c'est, je la répète pour ceux qui sont loin, là, ceux qui sont en ligne. Dans les séries temporelles, qu'est-ce qui est utilisé comme observation? C'est la réanalyse RCAS d'Environnement Canada. Je crois, qu'est-ce qu'on a écrit? Observation / réanalyse. Observation vient d'une version précédente quand il y avait des observations, mais maintenant, c'est seulement la réanalyse. Et pour la mettre, là, je pense qu'elle arrête en 2005. 2018 qu'elle arrête, hein? Oui. Leurs simulations sont faites, la réanalyse d'Environnement Canada est bel et bien faite jusqu'en 2018. Ils travaillent pour faire une mise à jour pour l'amener jusqu'en proche, là, je crois, 2023, je crois. Mais on a aussi des travaux en cours ici pour aller chercher des proxys pour pouvoir allonger la série à un temps plus proche, parce qu'en effet, c'est souvent demandé de qu'est-ce qui s'est passé. On ne se reconnaît pas nos dernières années. Fait qu'on C'est un travail qu'on fait dans l'équipe de trading qui se fait en ce moment. Oui, Gabriel? Les niveaux de consensus que vous avez montrés pour le verglas, est-ce que c'est seulement pour le verglas en ce moment? Est-ce que ça va venir aussi pour les autres indicateurs? Oui, pour l'instant, c'est seulement pour le verglas. Attends, je vais chercher le slide pour ça. Parce que on a des questions sur la méthode utilisée pour les autres indicateurs, si on veut choisir celui du verglas ou d'une autre méthode. La méthode qu'on a choisie pour le verglas, c'est la même que les PCC, mais il y a d'autres méthodes qui sont peut-être plus utiles en contexte d'adaptation pour le consensus. Parce qu'un des défis en ce moment, c'est que quand tu as un très petit changement, 0,1, moins 0,1, moins 0,1, 0,1, il n'y a pas de consensus, alors que c'est peut-être qu'il n'y a pas de changement. Mais tu sais, ça va faire que des rayures ou est-ce qu'on ne devrait pas avoir confiance? C'est là on réfléchit à qu'est-ce qu'on veut présenter exactement. Oui? Admettons que, par exemple, je travaille à Saint-Louis dans le nord, qui est vraiment à tout point de la péninsule. J'ai une station météo, c'est celle d'Environnement Canada. Alors, on m'a payé pour pouvoir faire une étude au niveau de la température. Je prends mes données, j'en fais une moyenne, etc. Je compare à ce que j'ai dans la référence, et là, je vois que j'ai à peu près 3,5 degrés d'écart. Dans ce cas-là, je me dis, comment est-ce que je vais interpréter cet écart entre la référence qui est sur le portrait, moi, ce que j'ai dans ma station. Et dans ce cas-là, puisqu'il y a déjà un écart, je me demande comment cet écart va se projeter dans le nord. Et dans ce cas-là, je vous envoie un email en disant, j'ai cet écart. Est-ce que vous pouvez m'aider à mieux comprendre ce qu'il en est?
Comment vous formuleriez une réponse là-dessus quand il y a des équipes? Est-ce qu'on demande à Pascal? Pascal faisait la partie sur les données. Pascal, as-tu entendu la Ouais. question? Oui, j'ai entendu, puis ça correspond à la question qui vient d'être posée dans le chat. Ça, c'est, en effet, c'est un problème qu'à chaque fois qu'on fait ce genre de processus-là pour faire un ensemble standard, c'est qu'on a un choix de multitude de sources de données historiques qui, a priori, ont l'air d'avoir toutes la même qualité, de représenter toute la même réalité, mais quand on fait des comparaisons, on se rend compte qu'il y a ces différences-là. La réanalyse, le choix de la réanalyse a été fait parce qu'il est de bonne qualité en général sur tout le territoire, mais aussi parce qu'il nous permet d'avoir une information partout sur la région. Mais quand on regarde des stations individuelles, en effet, des fois, on voit des différences qui ne sont pas toujours faciles à expliquer. L'exemple dans le chat, c'est que sur cette île, il y a une différence de quelques centaines de millimètres de pluie sur la période historique pour une station donnée. Ben, je pourrais quand même d'abord préciser une station, c'est un seul point. Puis la réanalyse, c'est tout un carré, là. Les carrés font à peu près 10 par 10 km. Pour la précipitation, ça peut quand même déjà faire une différence parce que c'est un processus qui est quand même à très petite échelle. Puis là, expliquer les différences plus que ça, malheureusement, il faudrait se tourner vers les gens qui ont fait la réanalyse pour vraiment bien comprendre les trucs, les détails de ça, région par région. Ce qu'on peut vous dire, c'est que ça nous donne, quand on fait l'ajustement de biais, ça nous fait ramener un climat réaliste et cohérent en tous les membres de l'ensemble. Mais les informations du changement climatique, elles, sont indépendantes de cette petite erreur-là qui serait liée à une donnée de référence différente. Donc, si vous allez voir les deltas, les anomalies, donc les changements climatiques, euh, ça vient des modèles, ça vient du changement climatique, puis c'est pas influencé par cette petite variation-là qui serait entre deux produits de référence. Donc, je pense pas que j'ai une réponse super satisfaisante, mais c'est ce qu'on peut Ben, dire pour le Hélène, tu moment. voulais ajouter à cette réponse? Je voulais compléter là-dessus. C'est que les incertitudes sur le climat observé sont très mal quantifiées, puis il n'y a pas beaucoup on commence des travaux là-dessus. Même les stations, dépendant de quelle source on prend, il y a énormément de données manquantes souvent. Puis partout au Québec, on a un climat qui est dur pour les mesures, les instruments de mesure. Donc, la quantité de données manquantes peut influencer la valeur. Donc, si on prend une station brute versus une station homogénéisée, il y a des différences aussi. Entre les réanalyses, il y a des différences. Donc, là, c'est sûr qu'aucun de ces jeux de données-là va donner exactement la même valeur, mais on peut se rassurer justement en étudiant ces différences-là et ce qu'on a commencé à faire pour certains trucs, puis ça va être implémenté, c'est de tester si ces jeux de données-là peuvent être considérés comme statistiquement différents les uns des autres. Et la plupart du temps, même si les valeurs ne sont pas pareilles, puis des fois, dépendant de la variable, la différence peut être surprenante. La température, c'est quelque chose de précis aussi, mais la neige, ça peut être spectaculaire. Donc, c'est ça qui manque un peu on connaît assez mal notre climat observé, paradoxalement. On connaît à la limite mieux notre climat futur. Hein. Donc, on est en train de quantifier ça pour le Québec, dépendant des jeux de données. C'est assez impressionnant là, entre deux réanalyses et même entre deux jeux de données qui ont pris des critères différents pour les données manquantes. Les différences peuvent être substantielles. Fait qu'il y a un travail de quantification à faire de notre côté et de pédagogie qui va avec. Et, éventuellement, rassurer les gens que c'est pas pareil, mais c'est prêt. Donc, Éric, tu voulais... Comment est-ce qu'on détermine la courbe là, dans la sélection des modèles, la théorie? Ah, Sarah, Donc, je vais juste chercher la courbe, si je peux la trouver. interpréter celle-là. Après ça, cette courbe-là, ça provient d'un papier par Sherwood et al. De 2020. Ça provient de trois sources différentes. Les modèles physiques de meilleure connaissance,
les observations du présent, puis les observations paléoclimatiques. Donc, d'après ces trois sources-là, on peut faire une analyse statistique pour trouver c'est quoi la sensibilité climatique la plus probable. Puis on obtient cette courbe-là. Donc, on a plusieurs questions dans le chat. César demande... Pascal vient de répondre dans le chat. J'ai répondu à celle-là, oui. Est-ce que c'est possible de télécharger les données climatiques en format shapefile? Pascal dit, les données spatiales sont plutôt de type raster, donc on a précisé GeoTIFF. Ces GeoTIFF-là, on peut aussi les ouvrir avec QGIS puis ArcGIS, donc les formats shapefile sont moins utiles en comparaison avec les GeoTIFF. On peut toujours fournir les shapefiles des découpages spatiaux si vous en avez besoin. Vous pouvez nous jeter un courriel à Soutien Climat. Ici, Catois demande, pour le nord de la 50e parallèle, le réchauffement est beaucoup plus visible que le sud. Comment envisagez-vous adapter les modèles climatiques pour cette région? Merci. Je ne suis pas trop sûr de comprendre la question vraiment, mais ce que je pourrais peut-être mentionner, c'est que le réchauffement climatique est plus fort dans le nord que dans le sud. Ça, c'est une réalité scientifique quand même assez solide des études du changement climatique. Donc, c'est normal que vous le voyez. C'est plus on monte dans le nord, en général, plus le réchauffement est fort. Je ne pense pas que les modèles ont de la misère. En fait, même les modèles ont bien capté ce changement-là. Puis c'est pour ça que Portrait climatique présente le plus fort changement. Donc, les processus dans les modèles sont déjà là pour avoir un ordre qui se change vite. C'est ça. Comment bien sélectionner les indicateurs les plus pertinents à intégrer dans un plan de climat parmi une liste d'indicateurs aussi importants que les uns les autres? Tiens. Ben moi, je trouve que c'est quand on prend un indicateur déjà dans nos choix qu'on a fait pour aménager notre ville, notre territoire, c'est déjà bon signe qui va être pertinent dans le futur aussi. Je trouve que c'est déjà une piste, puis c'est pour ça que nos indicateurs ressemblent à des indicateurs qui sont utilisés dans la prise de décision. Alors, si vous avez déjà des vagues de chaleur utilisées dans votre aménagement du territoire, dans vos mesures d'urgence, c'est comme ça que je procéderais. Je commencerai par ceux que j'utilise déjà. Il me semble que... Puis après, on peut compléter avec les trous. Nadira, je lis ta question, c'est pour les données d'indicateurs de PR Days Above 20 et vagues de chaleur seront bientôt disponibles. Ces indicateurs nouveaux qu'on a présentés sont tous déjà disponibles. Vous pouvez les télécharger, les jouer avec sur les sites. Donc, ils sont déjà là. Oui. Nadira demande encore, s'il vous plaît, expliquez encore le curseur dynamique et son intérêt. Curseur dynamique, c'était ici. Juste avant elle, on ne le voit pas en dessous. Ah, ok, c'est parce que c'est ici. Okay. Donc, le curseur qui est ici, on le déplace, puis on voit, c'est une moyenne de 30 ans qui est présentée sur ces enveloppes-là. Donc, le 10e centile pour chaque scénario d'émission, la médiane et le 90e. Quand on déplace le curseur, on indique sur quelle période on est rendu. C'est déjà un intérêt de savoir que là, ici, je suis en 2041-2070. Puis la chose qu'on remarquait, c'est que les gens avaient tendance à mettre une feuille ou une règle pour aller voir sur l'axe des Y, c'était quoi la valeur. Fait que le curseur nous donne cette valeur-là. Ici, c'est la fin de la saison sans gel en Haute-Gaspésie, puis on sait que c'est le 15 octobre dans un cas sur deux, elle va arriver en bas du 15 octobre, puis un cas sur deux en haut du 15 octobre en 2041-2070. Donc, le curseur nous donne tout de suite la valeur sur laquelle on est quand on le déplace. Là, ici, il n'est pas dynamique parce que c'est une image, là, mais si vous allez sur Portrait climatique, vous allez voir, vous pouvez naviguer, puis c'est assez instructif, je trouve, de regarder les cas dont on se rappelle dans le passé. Ah oui, cet hiver-là avait commencé tellement tard. Là, de se rappeler des impacts. Je ne sais pas, il y a eu des impacts sur le tourisme, etc.
Là, tu dis, mais ça devient juste un cas, ça fait, tu sais, un cas sur deux, ce sera ça dans le futur. Fait que l'intérêt, c'est ça, c'est dans le temps, là, de se prendre des repères. Est-ce qu'on a d'autres questions Avez-vous beaucoup de demandes qui impliqueraient de faire dans le fond, des projections avec d'autres variables qui sont basées pas sur la température ou la précise? Est-ce que vous avez des plans d'inclure d'autres variables dans votre traitement? On a parfois des demandes sur les vents, ce qui est une question très compliquée pour le climat futur. Donc, oui, on a des demandes, mais parfois, c'est pas nécessairement quelque chose qu'on peut offrir facilement à cause de la validation des données et tout ça. Mais nos plans avec un modèle régional, c'est clair que notre souhait, c'est d'avoir des données qui sont complémentaires, qui viennent du modèle régional, comme avec la pluie verglaçante. Si on a des tempêtes de neige, la neige au sol qui a déjà commencé, les orages, ce qui vient, puis on sait que nos méthodes de post-traitement ont quand même leurs limites, les méthodes statistiques. Fait avoir ça, là, c'est comme ça qu'on veut enrichir, puis on pense qu'on est chanceux à Oranos, tu sais, d'avoir les modèles régionaux. Ils peuvent vraiment nous amener plus loin dans notre offre. En fait, en gros, l'offre est comme maximisée avec les modèles globaux, comme vous le voyez, ou donc l'offre d'indicateurs ou. J'oserais dire que moi, c'est mon point de vue, mais je peux pas dire qu'il est partagé par, je sais pas s'il est partagé par les autres, mais je crois que quand même, Philippe Souris, il a peut-être pas le même point de vue, mais. Est-ce qu'on pourrait mettre les métiers relatifs dans le fond? OK. Mais c'est sûr que les régionaux devraient nous amener, notamment les phénomènes climatiques. C'est ma compréhension. Est-ce qu'on a d'autres questions en ligne? Isabelle Caillé demande: la sélection n'apparaît pas dans le menu déroulant, c'est toujours le choix province de Québec qui est représenté. Étrange. Oui, s'il y a un bug dans le site, si vous voulez écrivez-nous à soutienclimat au couranos.ca. Ici, Biana demande: la mise à l'échelle statistique est effectuée par ajustement de distribution. Pensez-vous utiliser la méthode weather typing qui s'associe au type de temps aux variables locales? On avait exploré quand même, je peux te dire, on avait exploré déjà plusieurs méthodes de mise à l'échelle statistique. Le weather typing en était une. Il y a quand même, c'est un défi là, à chaque fois d'essayer une autre méthode. Puis dans la littérature, la méthode d'ajustement qu'on prend avec quantile mapping, c'est une qui est très reconnue. Fait que, disons qu'on n'a pas les moyens d'envisager toutes les options possibles. Fait que c'est celle qui nous apparaissait la plus robuste et la plus porteuse pour plusieurs applications. Weather typing c'est quand même complexe de tout calibrer, tous tes modèles avec ton temps que tu as observé. Alors, c'est là qu'on était dans. Ça fait plusieurs années qu'on a choisi cette méthode-là. Pascal, avais-tu quelque chose à ajouter? J'allais juste rajouter que probablement qu'on pourrait essayer ces affaires-là, mais en effet, ça ne sera pas le projet de portrait climatique qui va être le premier à essayer ça. C'est probablement un autre projet d'Uranos un peu plus pointu qui va essayer des nouvelles versions de mise à l'échelle. Puis si ça fonctionne, ça va percoler jusque portrait climatique. Mais ouais. Pour S4G, on avait déjà exploré beaucoup d'autres des paramètres, puis on avait décidé de continuer avec l'ancienne méthode pour la mise à l'échelle elle-même. On n'a pas pris le temps d'aller chercher aussi loin, vu qu'on était déjà assez confiant de la méthode. Donc, ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ça fait le tour. En ligne, on a fait le tour. Il y a une nouvelle question. Télécharger les données. Peut-être qu'on peut s'en parler un peu plus tard. Nadira, tu pourrais demander à Soutien Climat pour ce détail-là. Mais ça m'étonnerait que ce qui est dit, c'est que SSP 370 n'est pas disponible, mais il l'est, c'est certain. Si vous allez dans toutes les figures, le téléchargement est là, puis on offre les 3 SSP qu'on a dit. Donc, vous pouvez nous écrire, on va vous aider. Alors, merci beaucoup à tout le monde pour votre participation. Merci à ceux qui sont en ligne aussi. Merci.